Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Boulaport de Gamecult et également de Julien Pirou et nous allons parler des sites de financement participatif et des leçons que les joueurs peuvent tirer justement de ces sites de crowdfunding. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, on va commencer par parler un petit peu de notre rapport, nous, au site de financement participatif. Je sais que j'ai utilisé, moi, Kickstarter un petit peu là, ces dernières années. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de projet venir à bout. Donc j'attends encore. Il y a certains titres qui vont arriver là normalement en fin d'année, d'autres qui arriveront au milieu 2014. Est-ce que vous avez commencé assez tôt à Kickstarter ou alors à ululer ou à utiliser My Major Company ou alors Look at My Game? Il y a encore d'autres sites de financement participatif en France. Il y a Ulule, je l'ai dit, je crois Ulule. Et j'en ai oublié un, Indiegogo, et Indiegogo également. Donc, est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de site? Moi, j'ai utilisé Indiegogo une fois pour un projet développé par un ancien animateur de chez DreamWorks, qui s'appelle Ghost of a Tale. Et puis, j'ai fait un Kickstarter, mais pas du tout dans le milieu du jeu vidéo. Enfin, dans le milieu du jeu vidéo, mais pas un jeu en lui-même, puisque c'était un bouquin d'entretien sur des développeurs japonais méconnus. Donc, c'est quelqu'un qui est parti, qui a fait un tout petit Kickstarter en livre, d'ailleurs. Il avait profité de Kickstarter, la version anglaise, pour financer son voyage, les traductions des interviews, tout ça. Mais par contre, je suis plutôt spectateur, on va dire, du côté de Kickstarter, des jeux. J'essaye de garder un petit peu de distance encore par rapport à ça, voir les premiers retours, ce genre de choses. Ok. Et toi, Julien? Moi, je pense que j'ai kickstarté beaucoup trop de projets, en fait. Je suis dans l'extrême inverse, là. Et pas uniquement du jeu vidéo, d'ailleurs, principalement du jeu vidéo, mais aussi du jeu de rôle papier, un ou deux CD de musique, des choses comme ça. Ok. Alors, Kickstarter, bon, j'ai potassé un petit peu mon sujet, j'ai quelques chiffres. Donc, en 2012, il y a plus de 500 000 personnes qui ont supporté des projets qui ont levé plus de 400 millions de dollars. Donc, en tout, 2796 projets dans le domaine du jeu, donc du jeu et pas que du jeu vidéo. Donc ça inclut également tout ce qui est jeu de rôle papier, jeux de société, etc. Et 911 de ces projets ont été financés en 2012. Donc sachant que évidemment Kickstarter ou les autres sites de ce type-là, c'est pas uniquement pour le financement de jeux vidéo, c'est également pour le financement de livres, de musique, de films, de courts-métrages, de documentaires. Il y a vraiment énormément de choses différentes. Des soirées parfois. Il y a des soirées, il y a même je crois, des pizzas, de la nourriture avec des goûts un peu particuliers. Des installations artistiques. Aussi, ouais. Certaines installations artistiques, d'ailleurs, j'ai vu, qui peuvent être ensuite détruites et chaque backers récupère un bout, en fait, de l'installation. Enfin, il y a plein de projets qui sont assez originaux. Et c'est vrai que pour le jeu vidéo, c'est un moyen pour les petits studios de se défaire un petit peu de l'emprise des gros éditeurs, éventuellement, et donc d'avoir un rapport plus direct également avec les joueurs. En tout cas, c'est ça sur le principe, sur le papier. Ensuite, donc est-ce que vous avez des conseils, vous, à donner par exemple aux spectateurs qui souhaiteraient supporter un projet via un site de financement participatif? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques leçons à retenir. C'est une nouvelle fois, lorsqu'on back-up un projet, lorsqu'on décide d'investir 10 $, 20 $, 50 $ sur un jeu qui va sortir plus tard, on prend un risque. On prend clairement un risque. Ce n'est pas de la précommande, c'est réellement un pari. Il arrive, c'est assez rare pour l'instant, mais il arrive qu'un jeu vidéo qui a été financé sur Kickstarter ou sur un autre site ne sorte jamais. Donc c'est arrivé là par exemple récemment avec un jeu qui s'appelle Clang, donc un jeu de sword fighting qui malheureusement n'est pas arrivé au bout. Donc en gros, les gens qui avaient financé ce projet ont reçu une démo, ont eu une petite dédicace sur un livret. Mais pas du tout la promesse qui avait été faite par les développeurs. Donc ça arrive. Donc méfiez-vous. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner? Moi je dirais déjà se méfier de tous les Kickstarter où il y a une vidéo où on voit beaucoup de gens qui parlent et rien du jeu. Parce que ça arrive très souvent. On voit des gens qui expliquent en détail ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire en tout cas. Et peut-être un artwork ou deux, mais par contre derrière il n'y a pas de petite démo technique, il n'y a pas de trailer, on voit rien de concret avec le moteur du jeu, ce genre de choses. Ces trucs-là, il faut vraiment faire très attention. Moi, j'aurais tendance à plutôt conseiller de regarder les jeux qui ont déjà été commencés, où on a déjà commencé à développer dessus, en fait. Il y a pas mal de créateurs qui passent par Kickstarter parce qu'ils ont déjà passé 6 mois, voire 1 an sur un projet. Et ils ont besoin de plus de fonds pour finir le projet, en fait. C'est plus ça. Et on sait tous que c'est souvent la fin qui est la plus difficile aussi dans un projet, financièrement en tout cas.
Donc vraiment regarder ça, le passif des développeurs aussi quand c'est un jeu vidéo ou quand c'est un jeu papier ou quoi que ce soit, voir un petit peu, même si faut bien donner sa chance aux débutants à un moment, mais faut le prendre en compte quand on soutient un projet. Si on voit que c'est des débutants complets, on peut prendre le risque, mais bon, dans ce cas-là, investissez pas des masses dedans parce que il y a de grandes chances pour que le projet soit arrive pas à son terme, soit le jeu soit pas du tout ce qui a été promis dans le Kickstarter initial. Donc, je sais pas, peut-être que Julien a d'autres. À tout ça, moi, j'ajouterais aussi le fait tout simplement de regarder, en particulier quand c'est vraiment une personne qui lance un projet, c'est souvent le cas dans le jeu de rôle par exemple, de vérifier est-ce que cette personne a déjà lancé des Kickstarter et comment ces Kickstarter ont abouti. Moi, j'ai un exemple j'ai backé un projet d'un créateur de jeu de rôle qu'on ne citera pas, mais sans me rendre compte qu'en fait, il avait lancé plusieurs projets de front sur Kickstarter, dont aucun n'a abouti, parce que le gars, malgré sans doute beaucoup de bonne volonté, est absolument pas un gestionnaire et il a cramé tout son argent. Et peut-être que si j'avais fait là pour le coup plus le travail de regarder l'activité de cette personne sur Kickstarter et les autres projets, ça m'aurait sans doute mis la puce à l'oreille. J'aurais sûrement été plus prudent. Au final, je lui ai pas mis beaucoup d'argent, donc c'est pas trop grave. Mais bon, on se sent toujours un peu déçu, surtout quand c'est des personnes qu'on respecte, qui ont fait des choses par le passé qu'on respecte. On est toujours un peu déçu quand ça se passe comme ça, quoi. Carrément. Et donc du coup, il y a vraiment pour moi deux approches. Donc on a l'approche de mécène pur, c'est-à-dire il y a un projet qui nous plaît, donc on se dit genre pourquoi pas, on va lui donner sa chance, on va faire un pari, et ensuite ça passe ou ça passe pas, ce sera pas trop grave parce qu'on aura investi une petite somme d'argent. Ensuite, si on décide d'investir un peu plus d'argent sur un projet qui nous tient réellement à cœur, il faut vraiment faire ses recherches comme si on était une sorte de mini-banquier. Donc aller voir quel est l'historique des gens du studio lui-même, des gens qui ont fondé ce studio, est-ce qu'ils ont une expérience dans le développement de jeux, est-ce qu'ils ont déjà utilisé le financement participatif, est-ce que ça a été mené à bien, et également est-ce que le budget demandé est réaliste, alors ça c'est pas évident à savoir, est réaliste par rapport aux intentions des développeurs. De temps en temps, des développeurs vont demander, je sais pas, on va dire 20 000 $ pour un projet qui nous semble un petit peu énorme, genre qui se rapproche d'un AAA, et évidemment ça va pas fonctionner. Donc ensuite, il y a aussi d'autres étapes, très souvent en fait des développeurs maintenant commencent à balancer une campagne de financement sur Kickstarter ou un autre site, et derrière font de la préco sur leur propre site. Ouais. Donc on a l'exemple par exemple du jeu de Chris Roberts, donc Star Citizen, qui a levé 2 ou 3 millions de $ sur Kickstarter, et là il est à 20 millions de $ au total. Il a dépassé les 20 millions de $ parce que il a une campagne une collecte infinie en fait. Tant que le jeu sera pas fini, ils vont continuer à prendre des sous sur le site, parce que là le site ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un projet aussi qui a été monté par un écrivain, Neil Gaiman. Oui, qui a monté un projet de jeu qui s'appelle Wayward Manor. Oui, on en a parlé dans les news. Et ils sont passés juste par leur site, ils n'ont pas fait de Kickstarter du tout. Donc l'avantage, c'est que même si tu as loupé la campagne, il n'y a pas de délai pour la campagne, et donc tu peux profiter des bonus que tu peux avoir un peu partout, parce que c'est vrai que 30 jours pour Kickstarter, des fois tu te rends compte trop tard que tu voulais backer, ça t'intéresse, et c'est foutu. Ou alors, le développeur prévoit le coup et ils font des récompenses un peu spéciales pour ceux qui ont backé ensuite. C'est ce qu'a fait notamment Double Fine. Ouais. Je pense que c'est un peu grâce à eux, entre guillemets, que le Kickstarter est devenu vraiment très populaire, parce que ils ont eu une grosse collecte d'un seul coup. Et comme ils avaient besoin à la fois d'encore plus d'argent, parce qu'ils savent pas très bien gérer les budgets et les délais, et il y avait beaucoup de monde qui voulait participer à ce projet, ils ont ouvert d'autres choses, ils ont fait du Steam en Early Access, qui a été un peu décrié, on va dire, parce que là pour le coup ils faisaient repayer pour un jeu qui avait déjà été financé une première fois, ils découpaient le jeu en deux, ça c'est vraiment un cas d'école. Je pense que quand on arrivera jusqu'au bout de cette histoire de Broken Age, il y aura sûrement des choses à dire à la fin. Carrément. Et on a aussi, alors donc pour parler un petit peu du système de financement propre, par exemple à Kickstarter, il faut savoir que Kickstarter prend 5% de la somme levée, et qu'ensuite il y a 4 à 5% qui est pris par Amazon, je crois, qui gère en fait tout le système de financement et qui gère l'argent en fait versé par les joueurs. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, il est clair que tout le monde ne s'intéresse pas aux jeux vidéo au point de financer des projets indépendants.
Donc ça touche qu'une petite partie de la grande communauté qui est la communauté des gamers. Et donc il y a également, donc déjà il y a un intérêt qui varie. Il y a des gens qui sont habitués simplement à acheter chaque année un petit peu la suite du jeu qu'ils apprécient. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément aux coulisses du jeu vidéo, mais c'est vrai que le système de financement participatif, c'est une ouverture, ça permet aux joueurs, et à nous également, d'avoir un regard un petit peu différent en s'appropriant réellement un jeu via justement tous les petits cadeaux qui sont fournis avec les différentes éditions collector et la somme qui est versée par les joueurs. Donc ça peut être par exemple un NPC à son effigie, ça peut être une arme qui porte son nom, ça peut être un accès à une clause bêta quelques mois avant la sortie du jeu, et donc avec la possibilité d'échanger réellement avec les développeurs. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de faire justement cet échange et de voir un projet aboutir? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore vu de projet aboutir et j'attends encore de tester justement certains des titres que j'ai kickstartés en close bêta. Bah oui, récemment, on a fait la critique de Valdi Story. J'ai envie d'y jouer, j'ai pas encore eu l'occasion. Ouais. Il est sur Steam maintenant. Ouais. Qui est donc un projet que j'avais kickstarté. Et donc voilà, j'étais vraiment très content parce que le résultat final est vraiment magnifique. Mais ça correspond bien à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est un jeu. Ils avaient déjà un jeu qui était en développement, qui déjà avait l'air séduisant quand ils ont lancé leur campagne. À la base, ils voulaient juste pouvoir rajouter de la musique par un vrai compositeur. Ils ont récolté plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu, ce qui leur a permis de faire un jeu encore plus grand. Mais bien qu'ils étaient que deux à faire ce jeu, on sentait qu'il y avait un vrai projet, un vrai jeu déjà quand ils ont lancé leur campagne. Donc celui-là, le fait qu'il sorte, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. C'est s'il n'était pas sorti, là, ça aurait été plus troublant. Est-ce que du coup tu as échangé un petit peu avec les développeurs? Est-ce que tu leur as envoyé des mails? Est-ce que tu recevais des informations un petit peu prioritaires? Est-ce que tu as eu le jeu avant tout le monde? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réellement une proximité intéressante qui t'a permis peut-être d'apprendre des choses ou de mieux appréhender le développement de ce projet en particulier? Alors, j'ai surtout suivi toutes les updates qu'ils ont fait sur Kickstarter, où ils expliquaient un petit peu l'avancée du projet, les problèmes parfois qu'ils rencontraient, le choix du compositeur, quand ils avaient enfin trouvé un compositeur. Les backers ont pu entendre les premiers morceaux de musique en exclu. Il y a eu des moments où, par exemple, pour créer, comme ils avaient beaucoup d'équipements dans le jeu, trouver des noms d'armes, ils ont proposé à la communauté d'envoyer en fait des noms et des propositions, l'historique de tel artefact et carrément et d'écrire ensuite, en fait un peu le background du jeu. Voilà, et donc ça devenait un petit concours où ils choisissaient après la meilleure proposition, ainsi de suite. Dans le jeu, il y a pas mal de personnages, tout l'équipage des héros qu'il faut retrouver tout au long du jeu sont des backers en fait. D'accord. Donc c'est assez drôle. Donc il y a plein de petites touches comme ça. Après, il y a vraiment, selon les projets, il y a vraiment des choses qui vont aller plus dans le détail. Je sais que par exemple sur Satellite Train, qui est un projet par des anciens de Bullfrog, les gars qui avaient fait Syndicate Wars, c'est un peu le successeur spirituel de Syndicate. Ils font des vidéos vraiment où ils montrent un peu comment ils travaillent. Il y avait une vidéo super intéressante où ils montraient comment ils utilisaient les PlayStation Eye, les caméras du PS Move là, pour faire leur propre studio de motion capture sans avoir de motion capture en fait. Et ils expliquaient tout ça et comment ça leur faisait gagner beaucoup de temps sur les animations, tout ça. Et c'était super intéressant. Donc ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets qui vont être plus dans des updates textuels, un peu qu'on en est là, on est à tant de % de tel aspect, ainsi de suite. C'est un journal de bord. En fait. Voilà. Et d'autres qui vont rentrer plus dans, on fait des vidéos de making of, chaque membre de l'équipe va venir expliquer un peu c'est quoi son travail et tout. Donc il y a un peu de tout en fait. Sachant que c'est complexe, parce qu'on a déjà vu pas mal de développeurs indés qui disaient genre oui, quand on fait un jeu en indépendant, il faut qu'on gère nous-mêmes la communication. Et ça, c'est un truc qui est, alors déjà, il faut maîtriser, il faut avoir un sens de la communication, il faut avoir le temps et avoir l'envie de consacrer du temps à cette partie-là, de gestion de communauté, de répondre régulièrement aux questions qui sont posées sur Twitter, d'avoir sur les réseaux sociaux, etc. On voit par exemple Phil Fish qui se plaignait énormément justement ça me fait perdre énormément de temps, à partir du moment où je suis en train de parler de mon jeu, je peux pas être en train de le développer. Et ensuite, t'as d'autres gens qui clairement ne savent pas du tout communiquer sur leur jeu ou qui oublient de le faire et le regrettent après coup. Et donc ça c'est. Et du coup, je me dis que ces sites de financement participatif, quelque part, ça donne des petites leçons.
donc aux gamers qui s'intéressent en tout cas réellement aux coulisses du développement d'un jeu vidéo, où on s'aperçoit qu'il y a plein de contraintes et que du coup, de temps en temps, lorsqu'on a un pitch de départ, donc on va faire tel type de jeu, avec tel type de mode, etc., il arrive également que le développeur change son fusil d'épaule, fasse évoluer un petit peu son concept, et que du coup, la promesse de départ soit pas exactement celle qui avait le résultat final, qui correspond au résultat final. Et également, il y a les problématiques de temps. Donc très souvent, sur les projets que j'ai backupés, il est clair pas mal devaient sortir en 2013 et maintenant sont plutôt prévus pour 2014 voire 2015. Donc il n'est pas évident, on se rend compte de ça. Il y a certains éditeurs qui sortent des titres énormes, des AAA tous les ans. Donc évidemment, c'est des équipes qui n'ont rien à voir en termes de taille, mais c'est loin d'être évident de sortir un jeu tous les ans, qui soit à peu près fini, pas trop buggé, etc. Et donc du coup, d'avoir un accès direct comme ça aux coulisses de développement de petits projets indés, on se rend compte de toutes ces problématiques de façon beaucoup plus importante, de façon plus immédiate. Moi, c'est un des aspects un peu qui me comment dire, pas qui m'attriste, mais qui m'inquiète sur Kickstarter. C'est le côté justement l'accumulation de petits détails qu'on va ajouter et surtout l'implication de la communauté. Parce que quand c'est bien fait, par exemple, moi je pense à Project Cars, qui est un jeu de bagnole super réaliste. Alors il est toujours pas sorti, ça met beaucoup de temps, mais ils impliquent énormément de monde dans la communauté pour faire des retours. Il y a des devs dans la communauté aussi qui leur filent des coups de main et tout. Il y a aussi chez nous Amplitude qui bosse comme ça. Ils ont vraiment là c'est du c'est ça. Ils font du crowdsourcing pour eux pour le coup. C'est un petit peu différent, mais c'est un petit peu la même problématique. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de développeurs qui vont avoir beaucoup de promesses sur des features qui vont être demandées. Alors ils vont être un peu obligés de les mettre parce qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Et au final, c'est pas forcément bon pour le jeu parce que ce que les joueurs veulent tout le temps, demandent tout le temps, c'est un jeu avec plein de choses dedans. Un jeu avec plein de choses dedans, déjà c'est très compliqué à faire parce qu'il y a des questions d'équilibrage, mais surtout, souvent pour faire un bon jeu, il faut savoir en enlever. Il faut savoir couper des idées qui sont pas suffisamment développées ou qui vont être beaucoup trop compliquées à mettre en place à ce moment-là, les garder pour une suite éventuellement. Mais ça, c'est peut-être un phénomène pour des développeurs qui justement, enfin tu le disais tout à l'heure, qui n'ont pas l'habitude d'être encadrés, entre guillemets. Et ça, c'était un peu, c'est un peu toujours d'ailleurs le boulot des éditeurs, ils ont beau souvent être critiqués pour oui, ils ont changé le jeu, ils n'ont pas voulu qu'il y ait cette feature-là, il a complètement changé, oui, mais ils avaient aussi des réalités économiques derrière qui font que ils sentaient bien avec le nombre de projets qu'ils ont sortis que ce serait pas viable avec le budget qui s'était alloué, le temps qui s'était alloué, l'équipe qui était sur place. Donc ça aussi, moi, c'est vraiment, il y a une espèce d'écran de fumée sur certains, les stretch goals, des trucs comme ça, qui fait que on vous promet un jeu qui va sortir, par exemple, je sais pas, septembre 2014, avec, il y aura les versions Wii U, les versions console mobile, il y aura tout qui vous est présenté sur un seul tableau. Et en fait, quand on se rend compte que il y aura juste la version PC qui sortira en septembre. Et ensuite, les autres versions suivront. Et ça, c'est pas toujours bien expliqué. Au niveau de la communication, c'est un peu... moi, c'est les trucs qui me gênent un petit peu avec Kickstarter. Mais après, c'est vrai que ça dépend énormément du développeur. Mais c'est vrai que les petits trucs cosmétiques, comme avoir son nom dans le jeu, c'est rigolo, mais c'est un peu comme quand tu vas sur les marchés et que tu fais graver ton nom sur un verre ou sur un truc, tu vois, c'est rigolo sur le moment, mais c'est pas ce que j'attendrais d'un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'on le sait pas toujours, mais c'est chez les gros éditeurs qu'on a un projet qui va demander 3-4 ans de développement, donc avec plein d'idées qui sont mises en place, etc. En fin de développement, quand on commence à atteindre genre les derniers milestones, il y a des gens qui débarquent dont c'est le métier de finir un développement. Donc on les appelle les closers, donc qui débarquent et ils disent genre ok, cette feature-là, elle est super intéressante, etc. Mais vous n'avez pas le temps, donc vous l'enlevez. Et de manière à avoir au final un jeu qui soit fini et peaufiné et cohérent. Et donc, si jamais, en fait, on laissait aux créatifs l'opportunité de rajouter sans arrêt et jusqu'à la dernière minute des petites choses, des idées, etc., au final, on aurait des jeux, mais blindés de bugs, qui seraient pas très cohérents, etc. Donc, il est nécessaire parfois d'avoir le recul nécessaire ou d'avoir les gens qui sont à même de juger, genre, ok, là, si vous voulez vraiment finir votre jeu, si vous voulez qu'il soit bien, il faut enlever ça. Et clairement, lorsqu'on finance un projet sur Kickstarter ou sur d'autres sites,
c'est pas nous, en fait, les joueurs qui ont financé le projet, qui vont dire aux développeurs, bah non, enlevez plutôt cette promesse-là, vous nous l'avez faite, mais genre c'est pas nécessaire de la tenir parce que derrière on préfère avoir un jeu qui soit bien fini, même s'il est un peu plus réduit que la promesse de base. Ça, c'est pas évident. Et quelque part, c'est des leçons. Il y a trop de monde surtout. Oui. Le problème de Kickstarter, c'est que quand tu es un éditeur, il y a peut-être un petit groupe de personnes qui va prendre des décisions. C'est pas toujours des créateurs, donc c'est pas toujours non plus. Ils sont pas toujours sur le bon choix, mais en tout cas, ils font le choix logique suivant leur poste. Par contre, sur Kickstarter, si on devait faire, je sais pas, un système de vote ou quoi que ce soit, c'est encore un système de majorité. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Et tu passes, comme tu disais tout à l'heure, plus de temps à faire de la communication et de la gestion de communauté qu'à développer ton jeu. Donc c'est vrai que ce côté-là aussi, c'est la foule qui finance tout et qui choisit tout. C'est pas forcément toujours bon pour le processus créatif et la cohésion d'un projet. Juste pour rebondir du coup sur ce que tu disais, en fait en développement de jeu, il y a deux termes qu'on emploie pour ces moments où les projets deviennent un peu hors de contrôle. Il y a le scope creep, c'est-à-dire à un moment donné où le scope, c'est-à-dire la taille du jeu dépasse beaucoup trop ce qui était promis. Par exemple, un jeu qui était censé être une aventure de 30 heures, en fait les développeurs ont fait un open world tellement grand, ont rajouté tellement de niveaux, de missions, machin, qu'au final c'est 60 heures. À un moment donné, il faut les recadrer et dire il n'y a pas besoin de 60 heures dans le jeu que vous faites, quoi. Et il y a le feature creep, qui est ce qui se passe beaucoup avec Kickstarter, en fait, justement, avec les stretch goals et les choses qui viennent se greffer au jeu. Et en fait, le jeu qui n'avait pas besoin de toutes ces features, et qui parfois, ces features rajoutées un peu dans un deuxième temps, sont pas convaincantes ou mal ajoutées. Voilà. L'expérience de base. Ouais. Et ça, effectivement, c'est les éditeurs, enfin plutôt les producteurs au sein des éditeurs, qui vont devoir surveiller tout ça et effectivement envoyer un closer si besoin est à la fin du projet. Parce que, en fait, on se rend pas vraiment compte dans la communauté gamer, il y a un petit peu cette image développeur gentil, éditeur méchant, qui est très caricaturale. Non pas que tous les éditeurs soient irréprochables, mais le but de l'éditeur, c'est à la fin de sortir un jeu et que ce jeu marche. Donc, c'est pas dans son intérêt, entre guillemets, de sortir un mauvais jeu. Par contre, effectivement, l'éditeur, il va devoir recadrer le développeur, parce que c'est parfois trop créatif. Il va devoir imposer des choses, ce qu'on appelle des milestones, c'est-à-dire voilà, des moments clés où, par exemple, en avril, il faut que telle feature du jeu, genre le multijoueur, il y ait une première version. Et voilà, ça c'est gravé dans le marbre, entre guillemets. C'est contractuellement, le développeur doit sortir ça, et c'est une discussion, hein, mais c'est l'éditeur qui va dire, voilà, si en avril le multijoueur n'est pas prêt, il faut qu'on le kill, comme on dit. Et l'autre chose qui se passe, c'est que quand un projet commence, le développeur va envoyer à l'éditeur un plan de personnel, un staff plan, et que les producteurs vont relire et vont, par exemple, dire pour le jeu que vous faites un jeu de stratégie, vous avez que 2 programmeurs, il faut moins d'artistes et plus de programmeurs, voilà, des choses comme ça. L'équilibrage de l'équipe. Voilà. Et là, c'est l'expérience du producteur qui est habitué à gérer des projets qui va faire qu'effectivement, il va sentir les problèmes potentiels et faire en sorte que l'équipe ait le bon personnel là où il faut. Et dans Kickstarter, puisque toute cette étape n'est pas là, qu'il n'y a pas d'éditeur, les développeurs font des erreurs de management parfois, qui fait que le jeu prend du retard, qui coûte plus cher que prévu, tout un tas de choses qui, paradoxalement, aurait été évité s'il y avait eu un éditeur. Alors qu'il se vantait un petit peu, enfin, Brian Fargo a beaucoup mis ça en avant, Kickstarter, on n'a plus besoin des éditeurs, tout ça. Mais les éditeurs, parfois, sont nécessaires. Ça dépend des équipes, mais parfois, le jeu est meilleur si un éditeur est impliqué. Et c'est marrant, parce que du coup, on retrouve aussi des erreurs faites par les petits studios indés qui financent leurs projets, par exemple sur Kickstarter ou autre. Et donc, du coup, avec une somme demandée, on peut la dépasser largement sur Kickstarter. Donc on peut demander 20 000 $ et en fait on va en récupérer 200 000. Et à partir de là, donc on a les fameux stretch goals, et donc avec des features ou des modes de jeu qui se rajoutent, ou des niveaux complets, des mondes, ou alors plus de musique, enfin plein de choses qui se rajoutent.
Le concept de rajout a ses limites, c'est-à-dire même pour les éditeurs aujourd'hui, des gros éditeurs qui nous sortent maintenant ces jeux univers, où un jeu, il faut qu'il y ait du solo, il faut qu'il y ait du multi, il faut qu'il y ait du coop, il faut qu'il y ait tout. Et de temps en temps, en fait, ça dessert le jeu au final. On a des exemples, par exemple Far Cry 3, qui est un excellent jeu en solo, mais le multijoueur était relativement décevant, parce que c'est quelque chose qui s'est greffé, et peut-être qu'il y a des soucis de communication entre les équipes, etc. Bref, c'est loin d'être évident. Et donc du coup, quand on est un studio indé et qu'on n'a pas cette expérience-là, et qu'on voit son budget demandé exploser, et qu'au final on est obligé de rajouter de nombreux modes de jeu, bah, c'est aussi quelque chose de compliqué à gérer. Et donc du coup, on va voir un petit peu avec l'expérience tout doucement ce que ça donne, donc une fois que les jeux sortent, parce que c'est un outil qui est vraiment fabuleux pour donner l'opportunité à des jeunes créateurs de s'exprimer, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo ou dans d'autres domaines. Et c'est également une leçon et quelque chose qui permet de faire évoluer le regard des gamers qui s'intéressent réellement aux coulisses du développement d'un jeu vidéo, de voir un petit peu genre comment ça se passe et quelles sont les problématiques que les développeurs peuvent rencontrer, et donc du coup de changer son regard sur le jeu vidéo en lui-même, sur notre média en lui-même. En ayant cette petite place dans les coulisses où on peut voir un petit peu comment ça se passe et quels sont les problèmes rencontrés. Donc c'est réellement intéressant. Et donc évidemment, si vous êtes intéressé, jetez un œil et faites attention également, que ce soit sur tous les sites, un petit peu comme on vous a expliqué, etc. Il y a vraiment des précautions à prendre. Donc il faut le savoir que c'est vraiment pas de la précommande, c'est vraiment un pari. Il est tout à fait possible de financer un projet qui ne verra jamais le jour, ou alors qui ne ressemble pas du tout à la promesse qui avait été faite par les développeurs. Mais pour moi, c'est un outil qui me fascine, parce que du coup, on a l'occasion de suivre sur la longueur un développement et aussi d'aider à la création de projets qui clairement ne pourraient pas voir le jour avec des financements classiques, parce que ça fait peur. C'est le gros avantage de Kickstarter. Exactement. Enfin, il y a quand même un truc aussi qu'il faut retenir, c'est que grâce à Kickstarter, le développeur peut se permettre de voir un peu après, si tu veux, parce que en général, bon, ça marche aussi comme ça souvent avec les éditeurs. On te donne une somme dès le départ pour développer ton jeu, et ensuite, à partir de cette somme-là, si tu as tout dépensé, bah, c'est tant pis pour toi. Mais pour ceux qui ont des Kickstarter vraiment avec beaucoup de succès et qui ont une manne supplémentaire, sans forcément avoir des stretch goals qui sont complètement incroyables, eux, ça leur fait un petit pactole, on va dire, pour pouvoir développer le prochain jeu. Parce que c'est toujours le problème des studios, c'est avoir la maille pour pouvoir développer le projet suivant. Parce que faire de projet en projet, au jour le jour, c'est vraiment très compliqué. Ça se fait, hein. Il y a plein de studios en France ou ailleurs qui fonctionnent comme ça, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, et parce qu'ils font pas assez de revenus avec les jeux sur le long terme. Mais faut vraiment être prêt à avoir cette somme et pas compter sur plus, on va dire, la qualité de son jeu ou sa capacité à bien communiquer. Il y a des développeurs qui sont complètement allergiques à Kickstarter pour cette raison-là, parce qu'ils estiment que leur jeu doit se vendre pour ce qu'il est, et pour le produit qui est fini et ce qu'il propose à la fin, et pas sur ce qu'il pourrait faire sur Kickstarter. Non. C'est comme tout, hein, il y a des risques, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est vraiment sain pour le jeu vidéo, c'est que ça apporte, ça permet à des projets qui n'auraient jamais été soutenus par des éditeurs de sortir parce que les budgets sont trop petits, parce que c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui ne soutiennent pas des budgets, je sais pas, en dessous de 1 million d'euros ou des choses comme ça. Et quand on a juste besoin de 50 000 euros pour faire son jeu, dans ce cas-là, on est obligé de passer par un prêt. Souvent, c'était ça aussi, les développeurs indés. C'est soit on demande de l'argent à l'entourage, plus la banque, plus ce genre de choses. Il y a beaucoup de développeurs français qui... là, j'étais aux European Indie Game Days il n'y a pas très très longtemps, et ils disaient le meilleur financeur du jeu vidéo français, c'est quelque part les allocations de chômage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage et qui profitent de l'année ou l'année et demie d'allocation pour développer des choses dans leur coin. Donc ça apporte une solution de plus. C'est pas la solution de miracle, ça c'est clair. Mais c'est quand même quelque chose qui permet à des projets de voir le jour, et des projets vraiment très très variés, parce que tu as des choses qui sortent complètement des sentiers battus, tu as des trucs très classiques, mais il y a des jeux, moi je voyais, il y en a un que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Night in the Woods, qui est développé par un des programmeurs, je crois, de Aquaria. C'est ça. Et je me rappelle plus de son nom. Alors c'est Alec Polowa, je crois. Et c'est un jeu, tu peux pas le pitcher un éditeur comme ça, c'est une ville de chats, enfin tu joues un chat et c'est une ville d'animaux,
et tu dois te balader, tu tues un peu l'ennui et d'un seul coup tu découvres la forêt où il y aura des trucs, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a. Tu vois. Avec un style graphique qui est juste magnifique. Ouais. Vraiment, c'est très très beau. Bah, moi, c'est un truc qui m'attire tout de suite. C'est la direction artistique d'un projet. C'est vrai que c'est con, c'est très personnel aussi. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles je back up tel ou tel jeu. Bah, y a Hyperlight Drifter ou Drift, je sais plus, qui est une espèce d'action RPG aussi avec en pixel art avec des animations complètement folles là, qui vient de exploser son record parce qu'enfin il demandait 75 000, il a eu 600 000 je crois. C'est carrément énorme. Donc c'est pareil, il a ajouté des fonctions, mais il s'attendait vraiment pas à ce que ça monte aussi haut. Et pour tous les projets comme ça qui ont une direction artistique folle, c'est vraiment super intéressant de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais beaucoup de gens pensent que peut-être Kickstarter a besoin de pouvoir imposer un cap au financement, de dire bon, je demande 75 000 jusqu'à 200 000, ok, mais j'ai pas besoin de plus, et que ça bloque entre guillemets qu'on puisse plus backer et passer à un certain stade, parce que des fois effectivement les projets se retrouvent avec trop d'argent et ça les dessert. Curieusement, voilà. Bah ouais, complètement. Ouais. Parce que du coup, tu peux partir très vite dans tous les sens. Ça change complètement tes intentions de départ. Il faut pouvoir le gérer. Il y a certains sites de financement participatif qui s'arrêtent quand l'argent est récolté. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce qu'on a toujours besoin d'un petit bonus. Mais s'il y avait, je sais pas, 150% de la somme initiale, ça pourrait aussi aider à la fois les développeurs et les joueurs parce qu'ils savent que bon, ça c'est arrêté, il n'y aura pas plus de trucs, ils savent qu'ils auront le jeu pour lequel ils ont payé au départ. Parce que c'est vrai qu'entre les premiers backers et les derniers backers, tu as souvent une grosse différence dans la promesse aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était cool, j'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.